Bonjour messieurs et dames, j'espère que le déjeuner a été très bon et pas trop copieux. Alors, nous parlerons dans ce panel de capital investissement alternatif au financement bancaire. Dans mon petit propos introductif, je parlais du capital investissement comme étant, disons, un capitalisme plus ou moins alternatif au capitalisme de l'endettement. D'autant que le financement traditionnel est celui qui est effectué par les établissements de crédit et plus particulièrement les banques. Donc pour parler de cette thématique, j'ai à ma gauche Monsieur Ali Badini, CEO du Crédit Access, et à ma droite, Maître Yves Lacroix, avocat associé, cabinet Arène et Maderna. Donc sans tarder, je vais donner la parole par l'ordre, voilà. Donc à Maître Yves Lacroix. Vous avez la parole, Maître. Merci beaucoup. Je voulais peut-être tout d'abord commencer très rapidement par un grand remerciement à tout le monde, en fait, aux organisateurs et à tout le monde pour la qualité d'accueil qui nous a été réservé ici à Lomé. C'est très très apprécié de notre part, à Karl et moi qui présentons Karl et moi ici lors de cet événement. On s'était parlé avec Ali un petit peu donc hier soir et ce matin. On s'était dit, mais comment est-ce qu'on va organiser notre présentation? Les fonds, une alternative au financement bancaire? Oui, non, ou peut-être, ça dépend. Peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Yves Lacroix, je suis associé dans un cabinet luxembourgeois, Arendt, qui est le premier cabinet de la place en termes de volume d'affaires traitées et nombre d'avocats, sans faire trop de pub en fait par rapport à l'étude, c'est pas l'objet ici. Donc nous sommes 350 avocats à Luxembourg, une étude indépendante qui a été créée il y a une trentaine d'années avec 6 avocats. Pourquoi est-ce que je vous mentionne ça? C'est simplement pour remettre un peu les choses en perspective. Le Luxembourg est devenu, au fil des dernières décennies, mais je dirais peut-être des 15 dernières années, une place financière très très importante pour la structuration de fonds private equity, de dettes, d'infrastructures immobilières. C'est une aventure qui a commencé dans la fin des années 80 avec la structuration de véhicules d'investissement plutôt mainstream pour la clientèle retail et qui s'est transformée en fait au début des années 2000 en juridiction aussi pour structurer des véhicules qui ont vocation à investir ou à amener des investisseurs sur le type de stratégie qui peut nous occuper aujourd'hui, d'où les quelques minutes que je souhaitais passer pour remettre ça en perspective. Luxembourg, c'est quoi? En fait, c'est un petit pays qui se trouve entre l'Allemagne, la France et la Belgique, qui était membre en fait du Benelux et qui est membre fondateur en fait de l'Union européenne, et qui s'est fortement développé justement sur tout ce qui est financier et fonds d'investissement. On avait dit avec Ali qu'on ne ferait pas quelque chose de très théorique. Je pense quand même, j'ai bien aimé l'introduction du professeur Badji ce matin, en disant c'est quand même toujours bien pour un juriste de commencer par une définition. Et donc, on parle de capital investissement, de private equity. Moi, j'aimerais peut-être faire un pas de côté et parler de fonds d'investissement en général. Il n'y a pas que le private equity, il y a les fonds de dette aussi qui jouent de plus en plus un rôle très important sur le financement et le développement des entreprises. Donc, nous, d'un point de vue luxembourgeois, quand on regarde un fonds d'investissement, on va définir comme étant une structure qui a vocation à lever des capitaux auprès d'investisseurs de type et d'horizons en fait multiples et variés, dans le cadre en fait d'un programme d'investissement qui est défini au préalable et qui sera géré et déployé dans l'intérêt des investisseurs. Ça correspond plus ou moins à la définition d'un fonds en droit européen dans le cadre d'une directive qui a encadré l'activité des gérants en fait, qui collectent des fonds auprès essentiellement d'investisseurs institutionnels dans le cadre des programmes d'investissement qui nous occupent. Alors, je disais, il y a différents types de fonds. On ne va pas revenir là-dessus par rapport aux différents stades dans lesquels ils peuvent
intervenir en tant que consultant, en tant qu'accompagnant pour le développement des sociétés, c'est très important. Après, il y a aussi certains fonds qui ont une approche plus financière. Je ne pense pas que ça soit approprié par rapport à l'environnement qui est celui de cette sous-région, que je comparerais dans une certaine mesure, et en étant parfait ignare en fait de la réalité locale, mais je conseille depuis de très longtemps des acteurs qui sont des acteurs en private equity qui investissent dans des régions plutôt en frontière en fait de l'Union européenne, Baltique, Balkans, qui sont des régions dans lesquelles les investisseurs les plus classiques ou les grandes maisons ne s'aventurent pas, parce que le résultat des investissements tient fortement à la connaissance du local. Donc je trouve que le parallèle en fait peut être trouvé à s'appliquer, et en fait je voulais peut-être passer la parole à Ali pour voir si effectivement cette comparaison fait du sens ou pas, et voir un peu si et dans quelle mesure les fonds d'investissement ont vocation à intervenir peut-être plus dans cette sous-région en matière de financement, d'accompagnement, de développement des entreprises. Merci, Maître. Sans tarder, nous passons la parole à Monsieur Ali Badini. Bien, merci, professeur. Je voudrais à la suite de Yves remercier tout le comité d'organisation, donc pour également la qualité donc, de la conférence, donc de l'organisation de la conférence, et dire que c'est un pari réussi dans la mesure où il a pu, je parle du comité d'organisation, réunir à la fois des avocats, donc des juristes, des hommes d'affaires, donc représentés par certains chefs d'entreprise, également l'administration publique, on va dire des institutions financières, des banques, des fonds d'investissement, des institutions de microfinance. On sait bien évidemment que le temps est un frein, et réussir à réunir au sein d'une assemblée tout ce beau monde-là traduit justement le succès d'entame de cet événement. Donc félicitations encore à vous les organisateurs. Alors, donc je suis Ali Badini, je dirige Crédit Access, donc une institution spécialisée dans le financement des micro-entrepreneurs, réunis sous forme de commerçants, d'artisans, de PME, voilà, également des particuliers. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan et à San Pedro. Voilà. Donc, financement exclusivement orienté vers la dette, donc financement court, financement moyen et long terme. Donc, on a des tickets de financement qui vont jusqu'à 100 000, jusqu'à 250 millions d'euros, mais en ce moment-là, on fait appel à un fonds d'investissement avec lequel nous avons conventionné, le fonds Backbone, basé à Luxembourg. Alors, donc, pour revenir à la question de Yves, alors, ce qu'il faut noter, c'est que, on va dire qu'il y a des facteurs avantageux au développement, de façon générale, des fonds d'investissement en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, le premier facteur, c'est que les entreprises, notamment les PME, ont de plus en plus besoin de financement ou ont des difficultés à se faire financer. Donc, c'est plus de la moitié, près de 75% d'entreprises qui n'ont pas accès au financement. Quel type de financement? On pourra y revenir. Deuxième chose, c'est que la rentabilité, donc le taux de rentabilité interne global donc des fonds d'investissement sur le continent est quand même assez intéressant par rapport aux autres zones du monde. Donc c'est des taux de rentabilité qui se situent entre 13 et 24%. Et enfin, comme vous le savez, on a la nouvelle zone de libre-échange économique également qui décloisonne les marchés et qui sont favorables justement à l'émergence de fonds d'investissement. Je terminerai pour dire que en plus de ces trois aspects, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une panafricanisation des fonds d'investissement, d'accord, traditionnellement basés à l'étranger, mais qui s'installent de plus en plus en Afrique avec des résultats très intéressants. Alors, comme l'a dit Yves, je pense que certains acteurs depuis ce matin ont suffisamment expliqué les fondamentaux donc des fonds d'investissement, du private equity, et donc on sait plus ou moins les tenants et les aboutissants justement des actions des fonds sur le continent. Mais je veux qu'on oriente les échanges autrement, en demandant bien évidemment, parce que les bénéficiaires finaux, ce sont les agents à besoin de financement. Après, il faudrait structurer la demande de financement. Donc demander aux chefs d'entreprise, ici présents,
leur donner la parole justement pour qu'ils puissent nous dire quelle est leur approche lorsqu'ils ont besoin de financement. Donc, quelle est votre approche? Je suppose qu'il y a des chefs d'entreprise. Quelle est votre approche lorsque vous êtes confronté, d'accord, à un besoin de financement, quelle qu'en soit la nature? Et l'idée pour nous, ça sera de donner des propositions ou des réponses, des solutions concrètes par rapport à cette structuration. Parce qu'on doit sortir d'ici non seulement avec des fondements théoriques, mais également avec des clés pour une meilleure approche dans le cadre du développement de nos activités. Donc, professeur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette approche. Voilà, donc l'idée c'est qu'on procède, j'allais dire par la suite, en donnant le micro à ceux qui veulent bien, je veux parler des chefs d'entreprise ou d'autres acteurs qui sont dans une logique de besoin de financement, de nous expliquer s'ils ont été une fois confrontés à des problèmes de financement de leurs activités, si oui, quelle est l'approche ou quelle est la démarche qu'ils entreprennent en ce sens. Débat est ouvert. Qui voudrait prendre la parole? Oui. Bonjour, je suis Narcisse Sanvi, chef d'entreprise. J'ai déjà sollicité plusieurs fois auprès des banques des financements. Et la remarque, c'était que les banques veulent financer des activités qui sont déjà florissantes. Et puis, avec certains investisseurs aussi, ils veulent financer des activités qui n'ont plus besoin de financement en réalité, parce qu'on maîtrise déjà le marché, on a déjà beaucoup de revenus, mais là, ils veulent juste maintenant qu'on travaille en collaboration avec eux. Maintenant, quand c'est une activité qui, peut-être un nouveau projet qu'on veut développer, on demande des garanties qui, si on a cette garantie-là, on n'a même plus besoin de demander du financement. C'est comme si, en fait, on nous parle sans rien nous dire. Donc, c'est ce que moi j'ai souvent remarqué le problème auquel je me suis confronté. Oui, maître, allez-y. Moi, ce qu'on fait, on réagit à chaud un petit peu par rapport aux différentes questions, aux différents commentaires. C'est une autre façon de procéder. Alors, moi, je dirais peut-être que, de ce que j'entends, enfin, je peux tout à fait comprendre en fait, le type de réaction pour certains interlocuteurs auxquels vous avez été confrontés. Moi, je pense que, et c'est là où j'entendais un peu la discussion, donc est-ce que c'est une alternative, oui, non, peut-être. Moi, je dirais que le rôle, pour rebondir un peu sur ce que Madame disait ce matin, le rôle d'un fonds, d'un gérant de fonds d'investissement, peut être justement d'être le partenaire qui va accompagner le développement d'une ligne de métier ou de plusieurs, en se servant peut-être de l'argent qui peut être dégagé en finançant une ligne de métier qui est florissante avec déjà des revenus stables pour pousser ou développer en fait des lignes ou des activités qui sont moins loin en fait sur le chemin du développement. Et je vais peut-être faire une petite anecdote ou un petit cas pratique. Donc je conseille toute une série de clients qui sont actifs dans différentes régions du monde, en Afrique aussi, mais je ne vais pas prendre cet exemple-là parce que je ne suis pas assez proche du terrain, mais je vais peut-être faire un petit exemple avec une société, en fait, ou différentes sociétés qui sont dans les Balkans, et qui, grâce à la société de gestion Private Equity, ont pu en fait se trouver des synergies et en fait les différents patrons des entreprises en fait ont appris à se connaître et à développer en fait un projet commun tout en restant quand même impliqués et au niveau de la gestion et au niveau des aspects financiers et économiques de différentes boîtes qui se retrouvent en fait soit sous le contrôle, soit avec l'accompagnement en fait, de la maison Private Equity. Donc, je donne un petit exemple, c'est une société qui était, donc on parle des Balkans, donc c'était une économie très, comment dirais-je, socialiste, donc avec des entreprises d'État, et une société qui faisait trois choses, en fait des skis, des voiliers et par la suite a développé d'autres activités un peu en marge de cela. Société qui a fait faillite à un moment, qui a été reprise par un fonds qui était plutôt un fonds passif, donc type hedge fund, qui avait vu la belle aubaine de racheter la boîte, de mettre un peu d'argent dedans, la laisser tourner, et puis le business en fait ne s'est pas développé, a
vivoter comme ça pendant pas mal d'années, jusqu'au moment où un gérant de private equity intervienne et en fait voit l'opportunité, rachète la société et accompagne en fait le management local en sortant l'actionnaire de référence, qui était un actionnaire purement financier, et en intéressant en fait le management au résultat de cette entreprise-là. Bon, ça c'était un côté de l'activité. Par ailleurs, le fonds avait une stratégie, comme pas mal de fonds private equity qui ont vocation à vraiment développer une activité dans le réel, une économie dans le réel, à s'inscrire dans le développement durable en fait sur le local, d'acheter en fait d'autres boîtes ou de mettre en relation les différents patrons d'autres usines et de voir un peu dans quelle mesure, par exemple, des sociétés qui avaient été aussi rachetées pour pas grand-chose parce que ça n'avait pas trop, qui fabriquaient des pièces détachées métalliques et des pièces détachées en plastique, pouvaient en fait contribuer à la construction des skis en faisant les fixations. Et donc plutôt que d'aller se fournir en externe, essayer de construire quelque chose d'un peu intelligent et intégré, et en faisant en fait en sorte que chacun profite du savoir-faire des uns et des autres. Et donc je pense que, et alors ce n'est pas uniquement de l'equity, évidemment il faut amorcer la pompe, dans ces cas-là, quand les sociétés normales, il faut pouvoir mettre un chèque sur la table et relancer en fait la dynamique, mais par la suite, évidemment quand les choses se relancent, on peut intervenir, on peut faire venir évidemment la dette bancaire, et puis il y a d'autres types de fonds d'investissement qui sont là plutôt pour fournir de la dette et qui ne sont là que pour ça. Donc ça dépend un peu de la stratégie de l'entreprise et de la stratégie de l'actionnaire de référence ou du patron, de savoir exactement ce qu'il veut faire en fait de sa société en termes de développement, et alors de trouver le bon interlocuteur. Parce que si vous allez trouver le patron ou une équipe en fait, d'un fonds d'investissement qui est actif uniquement sur de la dette et qui a vocation à rester dans la société 4, 5 ans, 6 ans, pas plus, et puis vous lui parlez d'un projet à plus long terme et de partenariat, ça va pas coller. Et inversement, j'aurais tendance à dire, si vous adressez à celui qui a vraiment envie d'être en contrôle, quitte à prévoir en fait, des mécanismes où, au bout d'un certain temps, le patron ou les entrepreneurs en fait, peuvent reprendre une partie de l'activité ou sa totalité une fois que les choses ont pris une autre dimension, enfin, c'est tout à fait possible, mais il faut avoir le bon interlocuteur. Donner peut-être un autre exemple, les fonds de dette. Les PME en Italie, c'était très compliqué, et ça reste en fait en termes de financement, les banques ne prêtent pas. Ils sont payés à des horizons de 12-18 mois, même quand ils ont en fait des carnets de commandes en fait, qui sont bien remplis. S'ils ont des clients de type semi-public, ces entreprises-là ne sont pas payées suffisamment rapidement, les banques sont absentes. Et comment est-ce que ça s'est réglé? En fait, on a des fonds de dette qui interviennent là et qui ont pris le relais. Et donc, de manière assez curieuse, on a des investisseurs américains ou des acteurs américains qui viennent sur le marché italien où les Européens ne veulent pas aller et qui jouent en fait ce rôle d'amortisseur entre l'activité de l'entreprise et ses besoins de financement. C'est un peu long, mais ça, je donne un petit exemple. Merci. Bien, merci Aristide. Alors, à cette première question, on a eu seulement droit à une seule main donc levée. Je vais lui prendre autrement. Est-ce que dans cette salle, il y a des chefs d'entreprise? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y a des chefs d'entreprise? Donc on peut dire à peu près la moitié. Alors, donc le constat qui est fait, c'est qu'on a un seul chef d'entreprise qui tout de suite a levé la main. Alors il y a deux choses. Peut-être que les autres sont assez timides ou n'ont jamais été confrontés justement à exprimer un besoin en termes de financement. Bon. C'est une question. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une entreprise est créée et qu'elle est en activité, il y a des clichés qui se créent et on a tendance à croire que l'accès au financement représente le principal volet pour cette entreprise, d'accord, pour le développement de son activité. Il y a des fondamentaux qui sont importants, notamment dans le développement de l'entreprise, en dehors du financement. Et ça, c'est important de le dire. Si l'entreprise n'a pas accès donc, au marché, si on ne lui garantit pas un marché, ou si l'entreprise ne mène pas des actions pour s'assurer d'avoir un certain nombre de marchés, effectivement, vous pouvez être confronté à un problème de développement.
lorsque l'entreprise travaille et qu'elle n'a pas accès aux moyens de paiement à date, donc lorsque les paiements ne sont pas effectués à date, bien évidemment, vous pouvez vous heurter à des problèmes de développement. C'est vrai que le financement donc, des activités représente un axe majeur, mais dans bien des cas, le promoteur a besoin d'asseoir sa stratégie, de consolider son business model, donc d'avoir un certain nombre d'acquis avant justement de penser à un financement. Donc l'expression du besoin en termes de financement est importante. Maintenant, pour parler justement des contraintes liées à un financement lié à la dette ou non, bien évidemment, toute ressource empruntée ou mise à profit dans une entreprise doit être remboursée. Et pour être remboursée, donc, les banquiers justement vont s'appuyer sur votre capacité de remboursement, mais également sur les sûretés. Alors les sûretés, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, sont des garanties qui sont prises en cas de non-remboursement. Donc on réalise les sûretés pour pouvoir justement garantir un tant soit peu le remboursement des prêts, ce qui n'est pas sans contrainte, bien évidemment. Donc il est important pour le promoteur, pour le chef d'entreprise, de pouvoir exprimer de façon claire, justement, comme Yves l'a dit, ce qu'il souhaite faire de son entreprise. Mais pour cela, il faudra atteindre un certain niveau de maturité. Maintenant, lorsqu'on est en phase de développement, enfin on va dire d'amorçage, il y a des structures spécialisées qui pourront vous accompagner. On a parlé de business angel ce matin. Voilà. Donc tout dépend exactement de ce que vous voulez faire. Donc je vais terminer sur ce point avant de passer le micro. C'est que le promoteur doit prendre la peine, le temps de savoir ce qu'il veut faire de son entreprise. Très souvent, on ne prend pas la peine justement de consolider ou de formaliser les principaux axes ou domaines d'activité stratégique de son entreprise. On navigue à vue. Donc on crée une entreprise, une SARL, une entreprise individuelle, on se lance sur le marché sans pour autant se définir un certain nombre d'objectifs, d'accord, et les leviers sur lesquels on pourrait agir pour développer son entreprise. Voilà. Donc le financement n'est pas forcément, on va dire, la principale contrainte pour le développement des entreprises, mais il peut y avoir bien d'autres choses. Donc on repose à lui. Merci. Madame Médissa Sama, comme mon confrère Sanvi l'a dit, la réalité en tant qu'entrepreneur et jeune n'est pas vraiment facile parce qu'on sait qu'au niveau des banques, c'est beaucoup plus une question de gestion de risque. Et nous n'avons pas la même perception donc, de la gestion de risque selon qu'on soit du côté du partenaire financier ou du promoteur porteur de projet. Bon, voyez-vous, vous créez votre entreprise et vous avez une niche que vous exploitez. Et la banque, tant que vous faites vos versements, vous faites vos mouvements et autres, ça va. Mais une fois que vous percevez des opportunités, parce que vous avez créé votre entreprise justement parce qu'il y avait une opportunité et vous vous êtes positionné par rapport à cela. Alors, la banque devient de plus en plus frileuse. Je me souviens, il y a de cela à peine 2 ans, par rapport à mon entreprise, il y avait des marchés, donc des marchés publics. Et en termes de marché public, il y a le problème de garantie. Ils demandent une caution bancaire. Et il y a la capacité de financement. Enfin, ils appellent ça attestation de la capacité financière. Il y a certains marchés, vous n'avez pas vraiment besoin, il n'y a pas trop de risques. Je veux parler par exemple des fournitures, de papeterie et autres. Où la banque, en fait, vous dit finalement, vous n'avez pas fait assez de... assez de mouvements bancaires. Et la dernière fois, je discutais donc avec un de mes partenaires financiers où je lui faisais comprendre qu'il m'avait déjà accompagné, j'ai payé par anticipation. Je reviens, il me demande les mêmes choses, c'est-à-dire une caution foncière, il faut déposer un titre foncier, il faut faire ci. Et je lui dis, mais moi j'ai déjà collaboré avec vous et j'ai payé par anticipation. Je vous ai prouvé avec mon business plan, avec tout ce que je fais, ce que je suis capable de faire. Alors, en quoi est-ce que le fait de reconstituer encore les mêmes conditions pourrait vraiment, moi, me garantir que vous êtes un partenaire fiable? Parce que finalement,
nous, en tant qu'entrepreneurs, nous savons qu'ils sont aussi nos clients. Nous faisons des chiffres, nous gagnons, ils gagnent. Et on me dit, écoutez madame, c'est comme ça que ça marche. Et lorsqu'on amène un autre système qui est différent, ben, ça ne passe pas. La BCAO a fait si, bon, après moi je sais pas comment ça se passe en interne. Alors, on me parle donc des mouvements de compte. Je leur dis, mais vous savez, moi je suis dans plusieurs banques et c'est pratiquement la même chose. Et vous nous amenez à être faux. Pourquoi? Parce que quand tu crées ton compte dans cette structure, tu sais qu'ils attendent de toi un mouvement bancaire. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de faire autant de mouvements. Et une fois que tu as donc le prêt, ben, tu peux, voilà. Et ça, voyez-vous, c'est vraiment difficile lorsque, de notre côté, nous avons besoin de liquidités. Parce que parfois, c'est pas une question d'investissement. Ce n'est pas un projet où il faut, ça peut être l'agriculture où il faut attendre des années. Parfois, c'est une question de liquidité. La dernière fois, personnellement, j'ai perdu un marché de plus de 12 millions. Je ne vais pas donner l'institution, tout simplement à cause d'un petit papier, attestation. Une attestation de capacité financière. Alors qu'on m'a prélevé de l'argent pour me donner la garantie bancaire. Et je perds un marché qui, normalement, devrait me faire gagner de l'argent juste parce que la banque a traîné pour me fournir ce bout de papier-là. Donc aujourd'hui, voyez-vous, en tant que partenaire, quand on parle de capital investissement, ce n'est pas forcément de l'argent dont on a besoin pour du long terme. Des fois, c'est tout simplement avoir cette capacité, comme par exemple une ligne d'avance sur le marché, pour pouvoir, dès qu'il y a une opportunité, se lancer. Et pour finir, dans l'autre cas d'espèce, puisque je suis coordinatrice des jeunes entrepreneurs, Sanvi sait de quoi je parle, on a au moins une centaine de jeunes entrepreneurs, on a les mêmes difficultés. Parce que oui, de notre côté, c'est vrai qu'il y en a, on n'est pas assez mature, qu'on n'a pas, disons, une idée très claire de là où on veut aller. Oui, il y a des cas comme ça, mais il y a des cas où vous avez, surtout pour eux qui sont dans les BTP, vous avez des opportunités. Il y en a encore, j'en connais. Vous avez un marché de 150 millions et votre partenaire, l'autorité contractante, vous dit, ben, commencez par quelque chose. Vous demandez à votre banque qui, dès le départ, vous a accompagné avec la garantie bancaire pour que vous puissiez compétir et gagner, vous dit, il faut apporter le titre foncier, il faut apporter ci. Et votre partenaire, donc l'autorité contractante, vous dit, tant que vous n'avez pas fait quelque chose, moi, je ne peux pas vous avancer de l'argent. Donc, du coup, vous vous retrouvez dans une situation, vous vous retrouvez complètement seul. Et quand vous parlez, s'il y a des partenaires, moi j'ai vu Capital Investissement, j'espère que vous allez nous proposer une solution. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les gros projets à long terme, mais que nous puissions avoir cette facilité lorsqu'on étudie en termes de risque, que ça peut le faire, qu'on ait cet accompagnement-là. Voilà un peu le partage que je voulais faire. Ok, merci. Donc un partage avec, on va dire, plusieurs problématiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le continent, la plupart, les statistiques montrent que la plupart des entreprises, des PME, ont des problèmes de capacité, des problèmes de management, d'organisation, donc il y a un renforcement des capacités à faire. Donc ça, ce sont des données officielles qui le montrent. Mais en même temps, pour pouvoir justement contourner ces difficultés ou se renforcer, il est important d'être appuyé. Et le capital investisseur, lorsqu'il rentre dans votre business via le capital, donc il va vous apporter deux choses. Des fonds propres, mais également de la gestion en termes d'accompagnement. Et ça va vous permettre de mieux structurer votre activité. Je ne vais pas dire, je vais dire, les prédécesseurs ont suffisamment parlé des avantages liés donc, à l'entrée en capital, je ne vais pas revenir sur ces aspects. Mais je veux dire que si vous inscrivez dans la durée, vous voulez inscrire votre activité dans la durée, en termes d'organisation et de meilleures pratiques, vous allez vous tourner bien évidemment vers des fonds structurés, fonds d'investissement. En ce qui concerne le financement bancaire, vous en avez parlé, alors écoutez, comme je l'ai dit, savoir ce qu'on veut exactement, bien définir donc la nature du financement qu'on souhaite avoir, c'est très important. Savoir choisir donc l'acteur ou l'institution qui va vous appuyer, c'est très important également. Lorsque vous vous tournez vers une banque ordinaire ou classique, cette banque-là a ses exigences. Ces exigences, donc, elle a des procédures qui généralement sont très fermées.
Voilà. Donc, elle ne vous fera pas du crédit parce qu'elle a plus ou moins confiance en vous, mais parce que vos données, d'accord, vos documents parlent pour vous. C'est ça. Contrairement à une institution de microfinance, par exemple, qui a une approche beaucoup plus pragmatique. Donc, il y a une relation de proximité qu'elle essaie de tisser avec ses clients, donc des visites quotidiennes. Elle connaît votre business model, votre philosophie de travail. À Crédit Access, par exemple, c'est plus de 7000 visites que nous opérons en Côte d'Ivoire tous les jours, à travers nos agents commerciaux qui visitent les clients, les TPE, les PME, justement, pour comprendre leur activité, pour les aider justement à avoir accès au crédit. On a des crédits qui sont mis en place en 24 heures, certains en moins de 7 jours, vous voyez. Donc là, c'est parce qu'on comprend la philosophie de travail de cette cible clientèle. Mais les crédits ne sont pas faits sans contrepartie. Ça, il faudrait que ce soit une donnée établie. Donc, on ne peut pas faire de crédit sans contrepartie. Voilà. Maintenant, savoir exprimer son besoin lorsqu'on a besoin d'un financement en dette, c'est très important. Pour réaliser, on va dire, une prestation, d'accord, sous 15 jours, 30 jours avec des paiements n'excédant pas 120 jours, vous n'allez pas solliciter un financement qui se rembourse au bout de 12 mois ou 18 mois. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc vous allez le faire conformément justement à la nature, on va dire au délai de règlement de la prestation qui vous est demandée. Voilà. Donc il est important de faire cette part des choses. Voilà. Bon, je voudrais peut-être réinsister où effectivement le banquier intervient plus facilement effectivement dans des activités qui sont très normées quand ça entre en fait dans les bonnes cases. Et donc il y a Ali qui a pu effectivement lui développer son activité en étant un peu plus proche et en connaissant bien en fait le partenaire. Moi je dirais peut-être dans votre cas, madame, voir s'il n'y a pas un interlocuteur ou des personnes, des associés qui seraient minoritaires et qui seraient plutôt financiers, qui seraient là justement pour fournir voir un peu le type de partenariat que vous pourriez nouer pour justement répondre à ces besoins de garantie financière ou de support dans le moment où il faut avoir un peu plus d'assises pour aller attraper des nouveaux contrats. Mais avoir un partenaire en fait peut-être plus financier, qui serait minoritaire et qui est capable en fait de débloquer du cash, une ligne de crédit très court terme au moment où vous en avez besoin en tant qu'entrepreneur pour justement passer à l'été supérieur, sans lâcher le contrôle sur votre entreprise et en donnant en fait aux partenaires en question les garanties qu'ils ont mis pour les mettre à l'aise et faire participer au projet. Moi je suis fasciné en fait que j'entends un peu les problématiques ici, je vois plein d'opportunités. Tout le monde. Alors, si je comprends bien vos deux questions, et la réponse aux deux questions, qui sont d'ailleurs liées en filigrane, ça veut dire que les banques financent parce que, ou sont réticentes à financer, parce qu'il y a un problème de management des entreprises. C'est la question que je vous pose. Non, de façon générale, je dis le vecteur commun des entreprises sur le continent, des PME sur le continent, c'est qu'il y a un problème de management, d'organisation, de structuration de l'activité. Ça, c'est un fait. Ça veut dire que si vous prenez 10 entreprises, la majorité sur ces 10 entreprises va dégager des problèmes, on va dire, structurels dans son organisation. Bien, donc, lorsque vous faites appel à un fonds d'investissement qui va investir directement dans le capital, le fonds ne viendra pas uniquement avec des ressources propres, mais viendra avec un accompagnement pour justement, on va dire, réguler cette insuffisance en matière de structuration. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que lorsque la PME atteint un certain stade de maturité dans son organisation, ça sera beaucoup plus simple pour elle d'accéder au crédit bancaire qui est beaucoup plus complexe à faire. Vous voyez ? Bien évidemment, lorsqu'une entreprise n'est pas structurée, cela va représenter un frein au crédit bancaire. Voilà, donc il y a cette nuance à apporter et on va plutôt parler de complémentarité entre ces deux sources de financement, bancaire et fonds d'investissement, pour faciliter le développement des PME. Étant entendu, je rappelle encore que le financement n'est pas la principale source de développement de l'entreprise. Voilà.
Excusez-moi, mais en termes, j'ai noté, en dehors du financement, l'entreprise doit avoir des marchés. Mais est-ce qu'en général, les banques sont prêtes à apporter une caution, en tout cas, voilà, en tout cas une garantie à l'entrepreneur qui va chercher un marché, par exemple, ou qui veut postuler pour un marché? Une caution bancaire est un crédit. C'est un crédit qui n'est pas suivi d'un décaissement, donc au flux. Vous voyez, mais ça reste quand même un engagement, la signature. L'engagement, lorsqu'il est donné, il est donné sous contrainte. Donc la banque ou l'institution va s'assurer qu'en cas de défaut, justement, elle puisse réaliser la sûreté qu'elle a pris en amont. Ça, c'est important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de structures qui donnent, on va dire, des cautions sur le marché. Les compagnies d'assurance, les institutions de microfinance, des banques donnent des cautions sur le marché, à charge maintenant pour ces institutions, pour ces structures, de se prémunir d'un éventuel défaut. Vous voyez? Mais lorsque je parlais d'accès au marché, je faisais directement allusion à un problème de management. Parce que lorsque vous créez votre entreprise, n'attendez pas que les flux viennent d'ailleurs. Il faut vous donner les moyens justement de développer votre entreprise. Et pour cela, lorsque Mme Day ce matin parlait de bien comprendre donc, son environnement concurrentiel, c'était une façon déguisée de dire que le promoteur, le chef d'entreprise doit pouvoir se donner les moyens d'attaquer le marché. Pour connaître donc l'environnement concurrentiel, il faut maîtriser son marché, il faut connaître les acteurs qui composent ce marché-là et puis l'attaquer à travers des actions commerciales, faire connaître ses produits. Voilà, donc avoir des ressources humaines de qualité qui pourront répondre à des appels d'offres, qui pourront proposer des offres de produits et de services adaptés à une certaine clientèle. Vous voyez, donc il faut bien maîtriser son environnement concurrentiel. Si vous ne le maîtrisez pas, je vais dire, vous partez avec un désavantage certain. Moi, je pense que quand on parle de problèmes de management ou d'amélioration, je pense que ce n'est pas nécessairement lié à la personnalité de l'entrepreneur. Je pense que les personnes, justement, les entrepreneurs ont une vision, en fait, en eux. Ce sont des personnes qui sont instinctives et qui croient en leur activité, qui sont complètement impliquées et qui savent très très bien, en fait, ce qui les attend en termes de risques, en termes d'opportunités. Je pense que l'accompagnement du professionnel je ne sais pas dans quelle mesure les banques peuvent encore jouer ce rôle-là, c'est d'aider l'entrepreneur à poser un ressenti, ou en anglais je dirais un gut feeling, donc vraiment quelque chose d'instinctif, une démarche en fait entrepreneuriale, mettre ça sur papier et faire comprendre ça à des personnes qui sont plus dans l'analyse financière, ou qui ne sont pas du tout dans l'activité, qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Et je crois que c'est là où l'accompagnement peut être très utile, c'est de canaliser un minimum, enfin peut-être pas canaliser, mais structurer les énergies de l'entrepreneur de façon à ce que l'activité, les perspectives de développement, la stratégie soient formalisées de manière à ce que quelqu'un qui n'a pas la même approche ou qui est loin de ce métier-là puisse en fait se dire ah ben oui, ok, c'est formalisé, je comprends dans mon langage qui est plus financier ou plus comptable ou en matière de gouvernance, je vais comprendre en fait qui va faire quoi, quels seront les contrôles. Et c'est pas juste un développement instinctif lié à un manager ou à un management de qualité, mais qui ne prend peut-être pas le temps de s'arrêter. Et moi je vois en fait dans l'évolution de notre activité au niveau de l'étude, donc je disais, ça a démarré il y a 30 ans, ils étaient 6, maintenant il y a 50 associés, autour de 850. Moi il y a des moments où je suis effectivement frustré parce que les choses vont moins vite qu'il y a 15 ans. 15 ans où on se voyait dans un couloir, il y en a qui avaient une bonne idée, puis c'était fait du jour au lendemain. Bon là, il y a quand même la finance, etc., il y a quand même un process. C'est vrai que ça peut paraître frustrant, enfin c'est frustrant en fait, pour l'entrepreneur, celui qui a envie d'y aller, de foncer, mais voilà, on ne peut juste pas en fait compter sur la compréhension ou l'intervention d'un tiers qui est complètement externe à l'activité, sans prendre le temps de s'arrêter, de formaliser un minimum le business plan et pouvoir en fait expliquer les choses dans un langage compréhensible pour la personne qui n'est pas dans l'activité. Je crois que c'est ça plus qu'une critique par rapport à la qualité des personnes qui sont les entrepreneurs en charge des affaires des entreprises ici dans la sous-région. Voilà.
Oui, allez-y. Merci bien, Elisa Poupadia. Mais là, j'ai un souci par rapport au thème. Bon, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas assez. Si on nous dit que le capital investissement alternatif au financement bancaire, et avec toutes les difficultés qui sont soulevées, qu'est-ce que le financement ou bien le financeur en capital risque ou en capital investissement fait de mieux que la banque? Est-ce que là, c'est pour dire qu'il ne demandera pas de garantie? Est-ce pour dire qu'il n'y aura pas trop d'études de dossier, mais en voyant l'activité de l'entrepreneur, on peut le financer? Si c'est non, quelle est alors la différence? Peut-être c'est ce qui fait que nos États sont encore toujours pauvres et qu'on n'arrive pas à décoller. C'est moi mon approche en fait. Mais là, quand on dit aussi qu'il y a un problème de management et là qu'il faudra résoudre, je trouve qu'effectivement, pour réussir, il faut s'entourer de personnes compétentes, de bonnes personnes, de personnes qui ont des idées et la capacité aussi. Mais un jeune entrepreneur, combien de personnes il peut embaucher? Quelle est cette personne-là de qualité qu'un jeune entrepreneur peut embaucher pour le payer combien? Ben là, ce sont des difficultés réelles auxquelles sont confrontés les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. S'il faut voir tous ces aspects-là, comment est-ce qu'on peut aider nos entrepreneurs? Peut-être que cette question qui arrive ne vous est pas destinée et qu'on devait voir les pouvoirs publics, mais n'y a-t-il pas possibilité d'avoir des banques diversifiées et spécialisées qui peuvent s'occuper de chaque secteur d'activité? Voilà la question. Merci. Alors, merci, c'est madame. Elisa, d'accord. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas d'antagonisme, on va dire, du financement bancaire et puis la possibilité de se faire financer par un fonds d'investissement. Il n'y a vraiment pas d'antagonisme. Pour répondre à votre question, je vous donne deux illustrations. Ce matin, on disait, et c'est aussi vrai, hein, je peux dire tout ce que je vais dire maintenant, que lorsque vous faites appel plutôt à un fonds d'investissement, donc le fonds ne viendra pas, ne vous donnera pas de réponse en 4 semaines ou en 6 semaines. Donc le fonds fera ce qu'on appelle une due diligence, qui prendra en moyenne, on va dire au bas mot, 6 mois. Alors si vous exprimez un besoin de financement pour attaquer un marché, pour réaliser une prestation qui demande justement que vous ayez des ressources donc à court terme rapide, qui demande que vous ayez une réponse à votre quête de financement, vous n'allez pas attendre 6 mois, vous n'allez pas vous diriger vers un fonds d'investissement. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous allez vous diriger vers une institution qui pourra vous apporter de la dette pour exécuter votre marché. Vous voyez? Bien. Maintenant, si vous cherchez autre chose, donc inscrire vos actions dans la durée, être beaucoup plus bénéficier d'une certaine assistance, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur les fondamentaux, les avantages liés au fonds d'investissement. Bien évidemment, vous allez vous tourner vers ce type de financement. Donc, il n'y a pas d'antagonisme, j'allais dire. Et pour revenir sur la question du management, sur la question liée au fait qu'une entreprise ne peut pas, parce qu'elle vient de démarrer, elle ne peut pas se permettre donc de recruter suffisamment de personnes qualifiées, je vais vous dire non. Je vous dis non. Au départ, il faut une réelle volonté. Yves, tout à l'heure, a parlé, en général, le promoteur qui a une vision, et cette vision, c'est le plus dur. Voilà. Donc, avoir une vision, c'est la chose, on va dire, la plus difficile. Donc, comment est-ce que vous allez vous arranger pour décliner cette vision en objectif, et quels sont les moyens que vous allez vous donner pour pouvoir atteindre vos objectifs? Il y a 5 ans, lorsque je prenais la tête de Crédit Access, c'était une institution qui avait beaucoup de problèmes. Un effectif de 9 personnes. D'accord. On va dire des ressources quasiment insuffisantes, avec zéro possibilité d'honorer les engagements de cette institution-là vis-à-vis de ses clients. Ça veut dire que les clients n'avaient quasiment pas accès à leur épargne. C'était un encours de crédit de 183 millions, avec une faible possibilité de distribution de crédit qui ne touchait pas les 15 millions. Attends de cela. Aujourd'hui, c'est un effectif de près de 300 personnes, une capacité de distribution mensuelle de crédit de 2 milliards de francs CFA, sans financement bancaire.
sans financement bancaire. Vous allez me dire comment est-ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, bien évidemment, c'est que j'ai travaillé sur mon modèle. J'ai consolidé un modèle, d'accord. Je me suis appuyé sur nos propres forces, parce qu'aucune banque, en son temps, ne voulait nous financer. Parce qu'on traînait un certain nombre de tendances lourdes fondamentales. Aucune banque, même pas un découvert de 10 millions. Même pas un découvert de 10 millions. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, nous courent après. Et les banques aussi, à je parie. Et les banques, bien évidemment. Et les banques, bien évidemment. Alors, donc, je pourrais prendre des heures et des heures pour vous expliquer comment est-ce qu'on a fait, quels sont les sacrifices qui ont été menés, comment est-ce que je me suis arrangé pour avoir des ressources humaines de qualité, parce que si je me permets d'être là aujourd'hui à animer un panel, c'est parce que derrière j'ai une équipe sur laquelle je peux compter. Vous voyez? Donc en moins de 4 ans, nous sommes passés d'une institution bancale avec des fortes tendances lourdes à la meilleure institution de microfinance en Côte d'Ivoire, à décerner, prix qu'on a eu il n'y a même pas 2 mois. Vous voyez? Et donc les prix on les réclame, au regard justement de notre structure financière. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une réelle volonté du promoteur, d'accord, et une volonté justement de briser certains murs de méfiance ou de classe. Ça c'est important. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup d'exemples sur le continent qui montrent un certain nombre de succès, voilà, sur la base justement d'une vision, lorsqu'elle est bien établie, on peut briser beaucoup de choses. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, madame, pour terminer, c'est qu'il ne faudrait pas avoir de frein. Il faut bien maîtriser son modèle. Il faut bien analyser son environnement concurrentiel. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut se définir des objectifs. Il faut avoir un tableau de bord. Et puis, vous mettez votre entreprise en marche. Ça peut marcher. Voilà. Où avoir le partenaire en fait qui peut vous aider à mettre en place justement toutes ces... J'imagine, j'extrapole et je ne fais pas je n'essaie pas de deviner quel est votre domaine de prédilection sur le commercial, sur le développement, sur la production, etc. Mais pour moi, tout ce qui est un peu plus administratif, on va dire que c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Donc j'essaie de trouver en fait le bon associé ou la bonne personne en fait qui va bien et qui va me laisser en fait me concentrer sur ce que j'aime faire et sur ce que je peux bien faire. Et donc juste pour compléter ce qu'Ali expliquait, c'est en fait le gérant ou la personne en fait qui gère un fonds de capital investissement actif dans cette région-ci. Je pense que la différence par rapport à un interlocuteur qui est plus sur le côté dette, institutions de crédit, banques et autres, en fait, ce sont des personnes qui, d'abord, sont des entrepreneurs. Donc, j'entendais ce matin Brightmore Capital, mais je pense que c'est les personnes en fait, qui lancent ce genre d'activité, elles ont cet esprit d'entrepreneur, et donc ce sont des personnes qui vont a priori d'abord prendre le temps, si l'histoire les intéresse, c'est une question d'histoire. Est-ce que l'histoire en fait, de l'activité est intéressante, est-ce que ça clique? Et si oui, en fait, ces personnes-là, elles ont un peu cette approche aussi, je pense, instinctive, pour ce que je vois en tout cas chez mes clients, c'est ça. C'est des personnes en fait qui ont cette dynamique entrepreneuriale, qui sont déjà intervenues aux côtés d'autres entrepreneurs pour les aider à structurer le développement de leurs activités, et qui vont prendre le temps pour essayer de bien comprendre en fait si ça en vaut la peine ou pas. Et puis qui sont là aussi pour prendre un risque. Donc au Luxembourg, on appelle ça les fonds de capital à risque. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, en fait, le banquier ou celui qui intervient en fait, du côté de la dette, lui, il gère le risque pour s'assurer qu'il ne perdra pas sa mise et qu'il va récupérer son capital et les intérêts. Alors que le gérant de fonds capital développement ou capital à risque, il accepte en fait un risque un peu plus élevé et c'est parfois un pari sur le partenaire, sur la personnalité de l'entrepreneur. Je suis assez content de voir un qui acquiesce. Moi, je me souviens d'un deal sur lequel, en fait, un de mes clients, l'associé fondateur du fonds en question, s'est lancé dans une opération de financement et de partenariat, en fait, sur de la boulangerie. Donc, c'était de boulangerie, pâtisserie, encore au niveau en Europe centrale. Et ça tenait à une seule chose, la personnalité de l'entrepreneur et de la personne qui avait la boîte. C'était pas du tout structuré. Quand les auditeurs sont arrivés pour valoriser tout ça, parce que ce sont des fonds réglementés, c'était un peu difficile, en tout cas les premières discussions. Et puis quand l'associé du cabinet d'audit a rencontré en fait la personne, il a aussi compris pourquoi en fait les valorisations qui étaient pressenties, ou en tout cas il a aussi compris le potentiel en rencontrant la personne. Et après
après, il s'agissait d'encadrer le développement de l'activité. Et donc, c'est vraiment sur ça que moi je voudrais insister, c'est plus cette logique de partenariat minoritaire, ou bien, et il y a différentes logiques en fait chez les entrepreneurs. Il y en a qui veulent vendre, il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent accompagner pendant un certain temps et puis peut-être sortir pour faire autre chose. Et donc, comme on le disait, il faut juste que la personne qui est l'entrepreneur et qui cherche du financement se pose vraiment la question de savoir ce qu'il veut faire dans le court, moyen et long terme. Et puis alors d'identifier ou les bons partenaires qui vont bien. Merci, Aimé Abratino, Salon Caricari. En vous entendant, Monsieur Badini, je me demande pourquoi depuis cette prise de conscience au niveau sans doute gouvernemental ou institution bancaire, il n'y a pas plus de fonds d'investissement, de capital investissement dans nos pays. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'il faut. Pour accompagner la création d'entreprises, de jeunes entrepreneurs, il vaut mieux ça. Pour qu'une fois, puisqu'il y a deux accompagnements, il y a autant le fonds propre, mais surtout l'accompagnement technique, managérial, etc., pour que l'entreprise ait toutes les qualités pour pouvoir passer à la croissance. Aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes, en tout cas au Togo, pour accompagner les jeunes entrepreneurs, mais il s'agit des fonds bancaires, il s'agit juste des prêts à taux beaucoup moins élevés. On a jusqu'à 7,5% si on passe par un mécanisme tel que le MIFA ou 8%, contrairement si nous-mêmes on devait aller en direct vers la banque et c'est 10%, 12%, etc. Donc je me demande pourquoi est-ce que, je sais pas, il n'y a pas d'experts, des conseillers dans nos gouvernements qui ont juste dit il y a ces mécanismes qui existent de fonds d'investissement parce qu'on veut créer des champions entrepreneurs dans nos pays africains. On commence d'abord par ça, qui est beaucoup plus d'investisseurs solidaires. Moi, j'appelle investisseurs solidaires ou fonds d'investissement, comme vous dites. Et puis, une fois après 5 ans, 7 ans, quand ces investisseurs sont prêts à revendre ou à quitter, maintenant, on passe la main à un banquier classique parce que le marché sera déjà maîtrisé, etc. Merci. Merci, Aimé. Alors, dans le temps de propos, j'ai situé un peu le contexte du développement des fonds d'investissement sur le continent. Et je n'ai pas manqué de dire qu'il y a des avantages comparatifs qui facilitent le développement de ces fonds sur le marché. J'ai parlé de la nouvelle zone de libre-échange économique sur le continent. J'ai parlé de la panafricanisation des fonds, situés à l'étranger et qui développent des filiales sur le continent. J'ai aussi parlé de la nécessité pour des entreprises qui n'ont pas accès au financement d'avoir. Bien. Alors, ce qui veut dire, et enfin, je pense, un dernier élément, j'ai parlé aussi du taux de rentabilité interne globale des fonds qui se situent entre 13 et 24%, contrairement aux autres fonds qui sont basés dans les autres zones du monde et qui enregistrent des taux inférieurs à 10%. Voilà. Ce matin, le professeur Santos n'a pas manqué de parler du taux de croissance, donc on va dire moyen des économies africaines. Donc tout ça, justement, est fait pour favoriser l'implantation des fonds et ils s'implantent de façon nombreuse, de façon massive sur le continent. Ça c'est une donnée, ça c'est un fait. Ça c'est un fait qu'il ne faut pas occulter. C'est important de le savoir. Voilà. Donc, en ce qui concerne aussi l'administration, on va dire, de nos États, il y a des efforts qui sont faits. On n'a pas manqué de dire qu'il y a un dispositif juridique, justement, qui accompagne l'entrée des fonds au sein des entreprises, la structuration des fonds et comment est-ce que ces fonds-là, justement, peuvent être protégés sur le plan juridique. Après, je pense qu'on demande un peu trop à nos administrations. Parce que ça se rapporte à l'administration de créer des fonds privés. L'administration ou un État peut créer un fonds souverain, ça c'est toute autre chose. Mais il y a un dispositif, on va dire, légal, juridique, qui permet à des entreprises privées qui souhaitent investir directement en capital de s'installer, mais également de protéger leurs intérêts. Parce que ce n'est pas des fonds philanthropiques. Voilà. Donc je pense que le cadre est là. D'accord. Les données sectorielles existent. On a un environnement favorable qui permet le développement et l'installation de fonds d'investissement sur le continent.
Excusez-moi, je me permets de réagir. En fait, je crois qu'on n'est pas au courant. En tout cas, au Togo, il y en a peut-être deux. Moi, j'ai été approchée par un fonds, mais un fonds d'investissement qui s'appelle Afriquity, qui est basé à Paris. Mais au Togo, il n'y en a pas. On entend plus parler du FAEJ, du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, du MIFA, de l'ANPGF, de tous ces mécanismes classiques qui travaillent en collaboration avec les banques ou des institutions de microfinance comme la vôtre, que des fonds d'investissement comme Brightmore de Madame Day de ce matin. Il y en a pas. Enfin, on n'en entend pas parler. Ou bien c'est le Togo qui est trop petit, le marché n'est pas important, mais en tout cas on n'en entend pas parler. Et peut-être que c'est l'occasion, je ne sais pas, quand il y a de telles conférences, que la communication elle soit faite plus longtemps et dans des structures où il y a des jeunes entrepreneurs qui se retrouvent pour qu'il y ait plus, que l'information elle passe plus. Merci. Alors, rapidement, pour ceux si tu le permets, ça c'est on va dire, ce que vous venez de dire est très pertinent, dans le sens où ça rentre directement dans les problèmes de management, d'organisation, de structuration des entreprises. Je veux parler de l'accès à l'information ou aller vers l'information. C'est un problème criard, c'est-à-dire que le trait commun des entreprises locales, c'est qu'elles ne prennent pas le temps d'aller vers les informations, d'aller vers l'information. Donc on a tendance à croire qu'il faudrait que l'administration ou les autres portent l'information jusqu'à la table de nos bureaux. Donc c'est justement ça aussi un trait de caractère des entreprises, notamment francophones. Donc il faut pouvoir briser cette attitude et d'aller vers les informations. Il y a des magazines spécialisés, il y a des journaux spécialisés, il y a de l'information audiovisuelle. Donc il y a beaucoup de canaux d'information qui peuvent vous permettre justement de savoir qui fait quoi, quel est le fonds adapté, où est-ce qu'ils sont situés, et d'aller à la source, on va dire, la plus utile pour vous amener à vous développer. Voilà. Donc je pense que c'est aussi une tendance lourde qu'on enregistre, un trait de caractère négatif qu'on enregistre au niveau des entreprises, mais qu'il faudrait rapidement corriger. Aller vers l'information, c'est quelque chose d'important, parce que les conférences, il n'y en aura pas tous les jours. Ça, c'est clair. Après la conférence, quand elle est organisée, elle ne peut pas avoir la prétention de toucher 98% de personnes sur un espace donné. Voilà. Donc, aller vers les sources d'information, c'est également, on va dire, ça sera un facteur clé de succès pour vous permettre de vous développer. Oui, très rapidement, c'est juste pour dire qu'à la suite de ce que vous venez de dire, c'est vrai que les fonds d'investissement en Afrique commencent véritablement à s'implanter. Mais quand on n'y prête pas attention, on va penser que les fonds n'existent pas. Au Sénégal, je peux vous citer Capital, Impaxis, mais inconnus même de beaucoup de personnes, de beaucoup de jeunes. Ça veut dire que les gens ne sont pas allés vers l'information. Je prends l'exemple aussi. Les États aussi essayent, tant bien que mal quand même. Je prends l'exemple du Fonds 6. Quand vous n'y prêtez pas attention, vous ne savez pas que le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds 6 fait dans le capital investissement. Mais ça également, c'est peut-être pas très vulgarisé, mais pourtant ils font les choses en douce. Donc c'est une question d'information, mais les fonds existent bel et bien. Et j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est un peu mieux lotie que le Sénégal sur la question. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Oui, alors on dirait qu'en Côte d'Ivoire, bien évidemment, il y a des fonds qui hébergent, avec le Convoy Capital, le Phoenix Capital et bien d'autres parcours également qui est présent en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est des fonds qui existent, qui ont une plateforme d'échange. Je pense que récemment, en mars 2019, on a la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire qui a initié donc, la création d'une association qui regroupe donc, des fonds d'investissement. Donc l'idée c'est de créer un cadre d'échange des différents acteurs, donc le capital investisseur, pour pouvoir mieux orienter leurs actions. C'est qui, je ne sais pas, je parle peut-être sous le contrôle de certains acteurs ici présents
au Togo, mais je peux dire, c'est peut-être une piste à explorer, donc créer une association des capital investisseurs, justement pour, on va dire, homogénéiser leurs actions vis-à-vis d'un certain nombre d'agents et besoins de financement. Bon, juste très rapidement, en termes de nombre d'acteurs ou nombre de fonds actifs en fait, sur la région, effectivement, on n'a pas l'impression, mais je vois ça de très loin, qu'il y ait de très nombreux acteurs, comme ça peut être le cas dans d'autres régions du monde où il y a trop d'acteurs, parfois, ce qui n'est pas bien non plus. Et donc voilà, je pense qu'il y a des opportunités pour tout le monde à ce niveau-là. Et le deuxième point, par rapport aux initiatives des pouvoirs publics, pour rebondir sur une discussion qu'on avait ce midi pendant la pause déjeuner, je pense qu'il ne faut pas hésiter, en étant entrepreneur ou professionnel en fait, sur un métier ou une activité donnée, à se regrouper avec l'un ou l'autre camarade en fait, qui peut faire la même chose et prendre l'initiative, de se mettre ensemble et de se dire bon, ben, on a un besoin, on l'identifie, et porter en fait l'idée ou le concept sur la table en fait, des pouvoirs publics, que ce soit l'administration ou que ce soit le politique. Je pense que dans des sociétés où l'activité n'est quand même pas trop largement disséminée et où en principe les personnes se connaissent, il y a moyen en fait de prendre des initiatives privées qui, alors, une fois que l'idée a été posée sur la table en fait, du public, peut être prise en charge par le public pour lui donner une autre dimension. Mais, enfin, moi, je racontais ce midi une petite anecdote où je regrettais, en étant plus jeune avocat, de ne pas avoir finalement eu plus de suite dans les idées. D'autres l'ont eu à ma place et ça a été très profitable et pour l'étude et pour la place de Luxembourg. Mais ma réaction, c'était de me dire oh, mais c'est peut-être pas à moi de prendre cette initiative, mais je pense que, par rapport à ce que vous disiez, madame, allez-y, prenez, mettez sur la table en fait, ce dont vous avez besoin, ce que vous penseriez utile en fait, pour les personnes qui sont dans le même type de situation, et allez-y à plusieurs, auprès d'une chambre de commerce, auprès d'une administration, d'un pouvoir public pour faire démarrer le concept. Je crois que la bonne administration, c'est celle qui est à l'écoute et qui va pouvoir en fait pousser les projets, mais pour eux, en fait, n'étant pas dans le métier ou n'étant pas dans le commercial, c'est peut-être plus difficile de prendre l'initiative. Oui. Oui, merci. Je suis Achaman Omer. Là, je vais rebondir un peu sur la question de la dame, qui était une préoccupation en termes de marché public. En tant que jeune entrepreneur, elle voudrait souscrire, ou bien elle a souscrit à un marché, et elle ne doit pas oublier qu'elle est dans un environnement concurrentiel. Bon, maintenant, la banque lui a donné une garantie. Bon, là, je suis en train de parler dans la peau de l'autorité contratante. Maintenant, lorsque la banque vous donne la garantie, maintenant, à un moment donné, il faut la capacité financière. Bon, à cette étape, je pense que si vous n'avez pas les mouvements nécessaires sur votre compte et que la banque ait l'aimabilité ou bien cette crédibilité envers vous de vous donner la capacité financière, il y a également un autre phénomène qui se développe là et qui, au niveau de la banque, est préférentiel pour lui. Lui, il voit que comme ils sont dans un environnement concurrentiel, il y a un certain nombre de phénomènes qui rentrent maintenant dans la concurrence déloyale. Maintenant, ceux qui sont mis en concurrence par rapport à ce marché, ils tissent un peu, c'est là où il y a un certain nombre de dynamisme dans les relations, dans le management. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle doit être plus dynamique dans les relations avec la banque. Parce que là, il y a un certain nombre d'offres vers la banque et ils savent que lorsqu'ils gagnent ce marché, la banque va profiter de telle manière ou de telle autre. Et là, la banque joue maintenant sur le sens préférentiel de ce qui va rentrer chez lui. Et donc, c'est là où il faut être un peu plus dynamique
pour voir sur le plan managérial la manière d'approcher les partenaires qui sont au niveau de la banque et savoir ce qu'il faut faire. Sans rentrer dans une corruption dorée, mais essayer d'être plus dynamique et voir comment il faut faire les propositions et qui seraient quand même profitables pour la banque et au même moment pour l'entreprise que vous représentez. Donc c'est juste un apport que je vais amener de là. Merci. Voilà, malheureusement, on sera obligé d'arrêter. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Oui. Oui, juste pour rebondir sur le propos de Michel Davron, à l'endroit de la dame, je pense qu'il y a peut-être. C'était ça, hein, juste compléter ce qu'il vient de dire. Alors, pour dire qu'il faut bien comprendre qu'une garantie, bancaire, c'est un gros mot. C'est vraiment un gros mot, mais à l'intérieur, il y a plusieurs spécificités. Voilà. Vous pouvez approcher donc l'institution bancaire qui peut vous faire juste donner un document qui conforte votre commanditaire sur le fait que vous disposez d'un compte, sur le fait que vous êtes finançable, parce que c'est ça, quand vous avez un marché, il faut pouvoir l'exécuter, il faudrait qu'il y ait derrière l'assurance d'avoir un crédit bancaire pour pouvoir assurer ce marché. Donc ça peut être une garantie qui est donnée aussi pour couvrir une avance de démarrage. Sûr que une fois que les 20, 25 ou 30% sont donnés, vous n'irez pas en Europe ou aux États-Unis. Ça arrive. Les statistiques montrent que de plus en plus de jeunes entrepreneurs ont recours à ce type de pratique. Ça peut être une garantie, justement, pour couvrir, comment on appelle ça, donc j'ai parlé d'avance de démarrage, donc pour soumissionner. Donc vous soumissionnez, on a besoin de savoir que vous avez un compte sur lequel vont transiter les fonds qu'on va vous donner. Voilà. Donc il y a plusieurs types de garanties bancaires. Vous pouvez avoir aussi une garantie complète, bancaire complète, voilà, qui engage l'institution bancaire en cas de non-réalisation donc du marché qu'on vous donne. Voilà. Donc il y a des spécificités et en fonction de chaque document qui est délivré, les sûretés derrière sont plus ou moins corsées. Voilà, nous sommes désolés pour ceux qui auraient bien voulu poser des questions. Voilà. Et là, nous allons entamer le second panel intitulé « Le défi de financement des startups en Afrique ». Donc, j'appelle au podium Madame Deika.